Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'Égypte antique, de l'histoire de l'Égypte antique. Nous allons parler pour ce fait du premier pharaon nommé Narmer. Qui est Narmer? D'après l'histoire, Narmer est considéré comme le premier pharaon, celui qui a fondé la première dynastie d'Égypte et celui qui a unifié même l'Égypte, qui allait dominer le monde pendant près de 3000 ans. Aux origines de la civilisation égyptienne, on trouve la région des Grands Lacs, l'Afrique australe. C'est-à-dire, vous connaissez la région des Grands Lacs en Afrique, de l'Afrique australe. C'est dans cette région qu'on appelait Ta Netcher, ou la terre de Dieu, ou aussi la terre des ancêtres. Donc, il faut savoir que l'homme a apparu dans cette zone-là il y a 300 000 ans. Et que les premiers éléments de la civilisation, tels que les mathématiques, l'astronomie, la religion et possiblement même l'architecture, ont été inventés par les Africains à l'aube de l'humanité. Donc, c'est-à-dire, l'homme n'est pas né idiot en Afrique. L'homme a commencé à réfléchir, à se poser des questions. Il a commencé à esquisser des moyens pour expliquer la nature, expliquer la vie. Il a élaboré, n'est-ce pas, même des rites, des coutumes pour pouvoir, n'est-ce pas, définir l'identité même du groupe de personnes. Donc, vous voyez, la civilisation a commencé dès cette époque. Les peuples qui venaient de ces régions étaient appelés les Anous, c'est-à-dire les premiers humains, qui partaient dans des grands lacs et qui descendaient toute la vallée du Nil, toute la région, tout le Nil, parce que vous savez, le Nil coule de la région des grands lacs jusque vers la Méditerranée. Donc, il est évident que ces peuples-là ont suivi le cours du Nil, n'est-ce pas? Et en le faisant, donc, ils ont inventé l'agriculture pour pouvoir faire vivre les populations. Ils ont appris à construire des villes avec des pierres. N'est-ce pas, la plus vieille ville du monde? Elle est de 15 000 ans. Vous voyez? Donc, cela explique tout. Depuis le Soudan, des colonies d'Anou descendent encore le Nil et s'installent en Égypte, fondent les villes, bâtissent le grand sphinx il y a environ 10 000 ans. Les pyramides les pyramides il y a environ 5800 ans. Donc, vous savez, ça a pris 5000 ans entre le moment où ils ont bâti le sphinx et la construction des pyramides. De toutes les façons, il est évident lorsqu'on regarde ces deux joueurs d'architecture, de mathématiques, qu'on ne construit pas ce genre de choses par hasard. Il faut avoir de très grandes connaissances, je dis bien très grandes connaissances poussées de la mathématique, de la physique même, parfois même de la chimie, pour pouvoir être en mesure de bâtir des édifices pareils. Parce que jusqu'à nos jours, on dit souvent toujours imiter, jamais égaler. Ce sont des joyaux qui restent encore à nos jours, qui nous apprennent, qui nous donnent des leçons. Personne ne peut contredire que ces joyaux d'architecture et de science vont encore rester debout des millénaires. Et aucune bâtisse à l'heure actuelle n'est garantie de faire 1500 ans si elle n'est pas rénovée à tout moment. Vous voyez? Or, vous voyez très bien que même si cela a été rénové, il est évident qu'on aurait retrouvé qu'il se resterait quand même quelque chose des pyramides et du sphinx. Ça n'aurait pas complètement disparu, comme on veut toujours le faire croire. Mais si ça a été rénové, c'était justement pour garder les traits originaux, les plus visibles. Mais sinon, qu'on aurait toujours trouvé quelque chose, au moins un bloc de pierre, prouvant qu'il y avait quelque chose de différent à ce niveau-là. Donc, voilà. Donc, cela était pour vous dire que en Afrique, pour expliquer la civilisation égyptienne, elle n'a pas venu ex nihilo, elle a commencé au cœur de l'Afrique. C'est la raison pour laquelle il fallait le redire encore ici pour tous ceux qui ne le comprennent pas. Bon, il y a 550 000 ans, les minéraux charriés par le fleuve depuis la région sainte des Grands Lacs forment une terre tout au nord de l'Égypte. C'est le delta. L'installation des Africains dans le delta est de courte durée. Des Blancs d'Asie l'envahissent et soumettent durement les Kamtiou ou Égyptiens, qui rebroussent chemin donc vers le sud, donc sur la terre de leurs ancêtres. Dès lors, des guerres incessantes vont opposer les rois du sud et les étrangers du nord pour le contrôle de cette nouvelle région. Il y a 5300 ans, les rois des villes de Nekab, Noupet, Neken, Yeb et Abdjou, décidés d'en finir, se réunissent à Nagada, au sud de l'Égypte. Ils désignent Naré Mari, roi de Neken et plus important roi du sud,
pour soumettre de manière définitive le delta à la couronne pharaonique et achever l'unification du nord et du sud. Fils de la reine Sèche et du roi Seket, Horo, Ka, Meni Horo Nare Mari Chao, né peu après l'invention de l'écriture, il y a 5400 ans. C'est fort de sa conscience civilisationnelle et historique qu'il va mener à bien l'œuvre de sa vie. Les événements de l'unification de l'Égypte sont relatés sur les palettes de Nare Mari conservées au musée du Caire. Tout en haut, si vous regardez sur la palette, sont figurés les taureaux. Des taureaux, ils sont issus des connaissances astronomiques très avancées des Africains accumulées depuis les Grands Lacs et l'Afrique australe. Si on trace une ligne qui va du pôle nord au pôle sud de la Terre, on se rend compte qu'elle est inclinée de 23 degrés. La Terre non seulement fait un jour complet sur elle-même en 24 heures, fait un tour complet autour du Soleil en 365 jours, mais tourne aussi par rapport au Soleil avec cet axe d'inclinaison en 25 000 ans à peu près. Donc ça veut dire qu'il faut comprendre que la Terre fait un tour complet sur elle-même en 24 heures. Elle fait un tour complet autour du Soleil en 365 jours, mais tourne aussi par rapport au Soleil avec cet axe d'inclinaison en 25 000 ans à peu près. Cela veut dire que l'axe d'inclinaison est appelé précession des équinoxes. Il est divisé en 12 parties, ce que les Européens appelleront plus tard le zodiaque. Donc chaque 25 000 ans, la Terre s'incline d'environ 23 degrés chaque 25 000 ans. Et chaque inclinaison, on peut dire, chaque inclinaison appartient à une partie d'un ensemble de positions qui est composé de 12 parties. Donc en fait, les 12 parties constituent ce qu'on appelle le zodiaque, selon les Occidentaux. Le soleil, messager de Dieu, a donc 12 suivants, c'est-à-dire, selon les chrétiens qu'on entend souvent, 12 disciples. Il est à rappeler que Narmer, dont on parle ici, était à l'ère du taureau. Le taureau, donc, sur les palettes de Narmer, marque la période de l'unification de l'Égypte. Cela s'est donc déroulé à l'ère du taureau et qui va se terminer en l'an 2100, n'est-ce pas? Et il est bon à noter aujourd'hui que nous sommes à l'ère du poisson. En fait, je crois que c'est déjà fini. Nous sommes en train de finir l'ère du poisson. Pour revenir à Narmer, disons que Narmer, ou Nare Mari, commence par soumettre à son autorité les tribus noires et factionnaires au pouvoir pharaonique. C'est pourquoi sur le recto de la palette, on le voit sacrifiant d'autres Africains qui ont des coiffures à étages appelées au Sénégal au début du XXe siècle Djimbi Djere Djumbal. Djimbi Djere Djumbal. Là, vous voyez que ce sont d'abord déjà des Noirs. Le roi porte Hedjet, la couronne blanche du sud de l'Égypte, couronne dont l'origine remonte au Soudan. En bon africain, il porte le pagne, qui est ici court comme chez des peuples du Kenya et d'Éthiopie, et a un sachet de gris-gris sur le torse. Il a une queue de taureau fixée à sa taille. Derrière lui, son serviteur tient une bouilloire et des sandales. Le roi vient donc de faire des ablutions et est maintenant pieds nus dans la place sacrée pour effectuer le sacrifice. Voilà donc en Afrique les ablutions et les pieds nus en place sacrée 4000 ans avant l'avènement de l'islam. Les ennemis du roi sont mis à mort et on voit le souffle de vie Tja M. Ankh qui s'échappe des narines récupérées par un épervier qui symbolise Horus, divinité équivalente du pharaon dans la religion. En sacrifiant ainsi des vies à Horus, Nare Mari renforce le pouvoir pharaonique. La conquête de la Basse-Égypte au nord de l'Égypte. Sur la palette, Narmer porte désormais le Déchiret, la couronne rouge de la Basse-Égypte. Il a dans sa main droite le Nekaka, qui lui permet de chasser les mauvais esprits. C'est là le chasse-mouche de tous les rois et chefs africains sans exception ou presque. Devant lui, son Djati, premier ministre, qui est une femme. Cette femme dont on ne connaît malheureusement pas le nom, qui
a effectivement organisé le pouvoir pharaonique tel qu'il vivra pendant 3000 ans. Devant le Jati, 4 serviteurs, portant en étendard 4 totems, les 3 premiers étant issus du sud de l'Égypte et du Soudan. Le dernier nouveau représente le nord de l'Égypte conquise. Le roi a dormi à terre, par la guerre tous les pays sous son autorité suite au pharaon du sud. Il est vers l'an 1000 de l'ère africaine le premier pharaon de l'Égypte unifiée. Il est le premier à porter la couronne blanche et la couronne rouge, le souverain du sud et du nord. Nsoup-Biti, le roi du sud qui conquiert le nord. Neb-Tawi, le maître des 2 terres. Donc ici, Narmer est Henouchemaou Mehu, Nsoup-Biti, Neb-Tawi, c'est-à-dire le roi d'Égypte, le pharaon d'Égypte, l'unificateur. À ce moment-là, les couronnes de la haute et la basse Égypte sont fusionnées. Le règne de Narmer n'a duré que 62 ans. Du moins, c'est beaucoup, 62 ans. Et il a été marqué par une militarisation du pays. Le roi fonde Menafao ou Memphis, à la jonction de la haute et de la basse Égypte. La ville nommée après son nom, Ménès, devient la capitale nord. Neken reste la capitale du sud. Il dote Menforé de fortifications pour prévenir d'autres attaques. Suivant ses prédécesseurs qui contrôlaient en partie le Proche-Orient, il consolide ses positions à Gaza, habité par ses frères noirs Kinanou ou Cananéens. C'est un pays solidement uni et fortifié qu'il léguera à ses successeurs, qui en feront la puissance mondiale pendant 3000 ans, et pays civilisateur de l'Asie et de l'Amérique, et enfin de l'Europe. Les noms Naré Mari sont toujours portés en Afrique de l'Ouest, au Mali et au Burkina Faso, notamment ainsi le père Soundiata Keïta s'appelait Naré Magan Konaté. Soundiata Keïta, célèbre fondateur de l'Empire du Mali 13e siècle, s'appelait Mari Diata Konaté. C'est le seul mari africain qui signifie aimer en langue pharaonique, qui est l'origine du mari des chrétiens. Alors, merci d'avoir suivi ma vidéo et nous espérons vous revoir très bientôt pour d'autres vidéos. A plus tard et abonnez-vous s'il vous plaît. Merci.